L'UFC 283 avec Chris, c'est maintenant. On va parler du main et du co-main. Donc le main event, Glover Teixeira contre Jamal Hill. Et le co-main event, bon bah là c'est la 4e fois qu'on les voit. C'est la première fois de l'histoire que quelqu'un, en la personne de Figueiredo, affronte 4 fois le même adversaire d'affilée. En tout cas à l'UFC c'est sûr. À MMA peut-être que ça a déjà existé, j'en sais rien. Ce sont des combats de haut niveau. Alors sur celui entre Figueiredo et Moreno, ça l'a toujours été dans les 3 premières itérations. Celui entre Glover Teixeira et Jamal Hill, c'est la première fois qu'on voit ce match-up et ça peut être intéressant. Donc on voit tout ça tout de suite. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, Chris, on va commencer par du coup le co-main event entre Figueiredo et Moreno. Alors comme on l'a dit, c'est la 4e fois qu'ils s'affrontent. Donc ils se connaissent par cœur, enfin ils se connaissent quasiment autant à ce point-là que des sparring partners. Enfin vraiment, tu vois, par exemple, ce week-end, Nassourdine parlait du coup, quand on avait discuté après le combat, il disait, Strickland, en fait, ça m'a frustré parce que, même si, voilà, il n'a pas vraiment combattu comme il aurait voulu, à la fin du combat, il avait vraiment l'impression de commencer à comprendre un petit peu plus Strickland. Et du coup, il était en mode, ça me frustre parce que c'est vrai que si je devais le réaffronter, je ferais tellement différemment. Là, c'est des gars qui ont vécu ça 3 fois. Alors, bien sûr, il y a eu des changements, mais qu'est-ce que toi, ça t'évoque quand tu vois ça? Que c'est le 4e combat. Et comment t'approches ce genre de choses quand t'es combattant? Je vais prendre un simple exemple. Moi, j'ai toujours été de la théorie que c'était important d'avoir un ou deux partenaires d'entraînement principaux avec lesquels tu tournes régulièrement et aussi de varier. Le problème quand tu fais que varier, c'est que tu cherches à toujours imposer ton jeu. Parce que tu as à chaque fois des adversaires différents. Donc, tu vas imposer ton jeu et ça va te permettre de le peaufiner. Ce qui est très bien. Mais si tu fais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des adversaires différents, tu n'auras que un jeu. Ouais. Alors, tu peux l'imposer comme tu veux. À un moment, tu vas être facile à lire. Si tu t'entraînes uniquement avec un gars, tout le temps le même, un sparring partner officiel, ce que tu vas faire, c'est tu vas chercher des nouvelles techniques en permanence et tu vas très rarement peaufiner ton jeu. Donc encore une fois, ça a des bonnes choses parce que tu vas avoir un arsenal qui grandit et grandit, mais tu vas pas exceller dans ton jeu de prédilection. Donc avoir un peu les deux, c'est bien. Ici, comme c'est la 4e fois qu'ils se rencontrent, et pour Figueiredo, la 4e fois d'affilée, et Brandon Moreno, il a fait un petit crochet par Kai Kara France, tu dois aborder ce combat en apportant de la nouveauté. Parce que ton adversaire, comme tu l'as dit, il a fait 25 minutes contre toi, puis il a fait un peu plus de 3 rounds, puis il a de nouveau fait 25 minutes contre toi. Donc tu connais les réflexes, tu connais les distances, tu connais la vitesse, et c'est pas sur un an de temps que tu vas changer du tout au tout. Mais étant donné que tu connais ton adversaire, peut-être aussi que sur le 5e round du dernier combat, ils se sont dit, ah, là j'ai trouvé un truc probablement Figueiredo qui finit très très bien le combat. Et donc ici, ils ont eu un an pour se préparer à surprendre l'adversaire, non pas en améliorant ce qu'ils font déjà, mais en trouvant de nouvelles stratégies, stratagèmes pour surprendre. Donc c'est comme ça que tu abordes le combat en tant qu'athlète qui rencontre pour la 2e, 3e ou 4e fois sur une courte période de temps la même personne. Et on sait qu'il y a eu un imbroglio énorme, il y a eu un gros problème avec James Krause, qui était l'entraîneur principal depuis quelque temps de Brandon Moreno. Il a été donc forcé, Brandon Moreno, de changer d'entraîneur. Ça, c'est quelque chose, je vois pas. Ça peut avoir des effets positifs parce que tu vas aller avec quelqu'un qui a de nouvelles méthodologies d'entraînement, Ouais. qui va t'apporter une vision différente. Mais il avait quand même l'air avec James Krause et on sait que ce gars-là est vraiment un cerveau pour le coup. Ouais. Il avait l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière, d'avoir trouvé exactement ce qu'il lui fallait. Parce que ça, pour toi, c'est aussi un facteur majeur à prendre en compte. C'est toujours un coup dur, je pense, de perdre ton entraîneur en lequel tu as une grosse confiance. Maintenant, James Krause, si je dis pas de bêtises, c'est pas non plus son entraîneur de toute sa vie. C'est pas le C'est ça. Matthew de Ouais. Mighty Mouse. Donc, je crois pas qu'il y avait une attache
énormissime. Et c'est pas la première fois que Brandon Moreno change de camp. Donc ça peut lui apporter du positif. Et en tout cas, il n'a pas le choix. En fait, en tant que combattant, tu dois toujours te concentrer sur ce que tu contrôles. Là, bah, le fait que James Krause soit banni, en tout cas temporairement, c'est hors de son contrôle. Et donc, il devait directement shifter son focus pour... oula, désolé pour le double Wow. anglicisme. Il devait directement rediriger sa concentration vers un nouveau camp pour rester dans une préparation optimale. Et alors, c'est le genre de truc que je ne suis pas. Je ne sais pas vers qui il s'est dirigé maintenant, Un mais gars que je ne connaissais pas, ok. que je connaissais pas encore. Ouais. A priori, bah, justement, tu as peut-être un temps d'adaptation pendant lequel tes entraînements ne sont pas optimaux par rapport à ton profil, etc., etc. Mais comme je le disais, tu as besoin de trouver des nouveautés, de venir avec des nouvelles techniques, des nouvelles stratagèmes pour rencontrer la quatrième fois sur 2 ans et demi, 3 ans, le même profil. Je pense que ça peut être un plus pour lui. Au niveau mental, peut-être pas. Euh, et au niveau technique, peut-être, mais ça dépend essentiellement de la qualité de son nouveau camp. Et alors là, du coup, maintenant qu'on a 3 premiers combats à se mettre sous la dent, qui se sont terminés de manière différente à chaque fois, Mhm. là, pour toi, si tu devais essayer de voir un petit peu d'analyser, comment est-ce que ça se passerait? Comment est-ce que ça va Al- se passer? Alors là, justement, j'ai pris un plus grand papier que d'habitude pour mes Oh notes, oh. avec des dessins de mon fils dessus. Euh, Ah, tu nous le montreras quand même. le, le premier combat, ça s'est passé dans la petite cage. C'était à l'Apex. Donc, on avait un Figueiredo qui mettait la pression. Ça s'est majoritairement passé au boxing range. Et en termes de volume, c'est assez intéressant. On a eu 147 frappes qui ont touché pour Figueiredo sur 258 envoyés. Donc on est vraiment sur du très très haut volume de jeu pour Figueiredo, ce qui moi m'avait personnellement surpris, puisque Figueiredo c'est quelqu'un qui travaille en burst, c'est En quelqu'un qui puissance, ouais. explose, qui utilise beaucoup d'énergie, et j'étais surpris de le voir tenir sur les 25 minutes avec cette intensité-là. Du côté de Moreno, on a légèrement moins touché, 139 qui ont touché sur 256 envoyés. Donc, grosso modo, le même volume. Mais on sait que Moreno, quand il frappe sec, mais il frappe quand même moins fort que Figueiredo. Donc, on était sur un haut volume de jeu de part et d'autre et une grosse intensité dans ce combat. Et au final, Figueiredo le gagne. C'est juste que c'est un peu comme Ayoub, Lapillus, la revanche à l'Ares. Il y a eu un point de pénalité qui fait que c'est une égalité. Mais la réalité, enfin, s'il n'y a pas ce point de pénalité, la victoire va 3 rounds à 2 pour Figueiredo. Un point que j'ai relevé qui était très intéressant en termes de coups envoyés aux jambes pour Moreno sur le premier combat, sur 25 minutes, il envoie qu'un seul low kick qui Oh, touche. ah, je me souvenais pas de ça. Hmm. Et c'est marrant parce que j'ai regardé les 3 combats ce matin pour préparer ici le podcast et je me dis, ah bah tiens, voilà, la première adaptation que Moreno aurait dû faire entre le 1 et le 2, ce sont les low kicks. Et clairement, dans le deuxième combat, on est dans la grande cage. Ce qui se passe, c'est que du coup, Moreno, il fait un gros changement, c'est j'ai pas envie de faire un nouvel anglicisme, il marque son territoire. Il arrête d'accepter de reculer, il veut pas être dos à la cage, il reste au centre de la cage. Par contre, il impose un kicking range. Donc, on n'est plus si rapproché, on a une distance un peu plus lointaine entre le premier et le deuxième combat. Et sur l'espace de 3 rounds, avec un peu plus de grappling, il envoie 9 low kicks, les 9 touches. Oh, Donc là, déjà, on sent qu'il y a une belle adaptation du côté de Moreno. Et pareil sur les body shots. Au premier combat, il en touche 13 sur 20 envoyés. Dans le deuxième combat, 9 sur 10. Mais c'est plus court aussi. Donc il y avait une plus grande variété dans ses attaques. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est, bon, il faut faire un calcul de proportion, mais Figueiredo touche Moreno 33 fois sur 45 sur 3 rounds, ce qui est quand même beaucoup moins que 147 ouais, sur 258. Du ouais, côté de Moreno, on est à 71, c'est ça, hein, 71, 71, ouais. frappe qui touche sur 109. Donc on est grosso modo sur le même volume. C'est juste qu'il a plus varié ses attaques et qu'il a imposé ses distances plus lointaines, ce qui forçait en fait Figueiredo à davantage surengager quand il voulait toucher. Et ça laissait du temps de réaction évidemment à Moreno qui s'est imposé notamment grâce à ça. Et alors une très très belle adaptation de Moreno, c'est au grappling. Dans le premier combat, chaque Hmm. fois qu'il y avait une situation de grappling, c'était ultra axé sur du scramble. Et le peu de moments où Moreno avait une position de contrôle, sa tête était ultra basse. Elle était quasi au niveau des hanches de Figueiredo qui travaillait avec ses mains pour créer de la distance et puis il arrivait à se relever. Dans le deuxième combat, Moreno, dès que ça allait au sol,
il laissait passer le scramble, donc il essayait de prendre le contrôle du scramble. Et dès qu'il y avait une position un peu neutre, son premier objectif, c'était de monter sa tête le plus haut possible pour venir la placer à côté de la tête de Figueiredo pour éviter justement que Figueiredo puisse créer de la distance, ce qu'il avait très bien fait pendant le premier combat. Toutes ces adaptations ont fait que le deuxième combat était sans appel. Belle victoire pour Moreno. Troisième combat, bah forcément, on se dit c'est Figueiredo qui doit faire Ouais, des changement, ouais. adaptations. Qu'est-ce qu'il a fait comme adaptation? Il est venu en étant beaucoup plus actif. Il était quasi aussi actif que dans le premier, pas autant, mais ça rejoignait plus l'activité du premier que du deuxième combat. Et il avait une plus grosse responsabilité défensive. 40% de frappes ont touché pour Brandon Moreno dans le troisième combat, alors que dans le premier et deuxième, c'était 53 et 55. Donc, grosse responsabilité défensive du côté de Figueiredo. Euh, Son activité, c'était 95 frappes qui ont touché sur 170, sur 178, pardon. Et du côté de Moreno, 95 sur 260. La Ah oui, différence est c'est énorme vraiment en rien. termes Ah de, ouais, 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 putain. c'est en termes de précision. Mais ça, encore une fois, la taille de la cage, la distance, kicking range de nouveau, forcément, tu vas Ouais. moins toucher parce que tu as plus de temps de réaction pour voir les frappes venir. Donc voilà, ici, on est venu sur un troisième combat qui était extrêmement serré. Euh, le point d'attention pour Figueiredo, c'est qu'il a trop joué sur les moments. C'est-à-dire que pour moi, c'est Moreno qui gagnait les minutes de combat, mais c'est des grands moments qui ont permis à Figueiredo de voler les rounds et de l'emporter à la décision. Et voilà, ma conclusion, c'est que si on devait avoir deux adversaires qui se rencontraient quatre fois sur une courte période, c'est bien eux deux, parce que le quatrième combat m'intrigue énormément au vu des trois premiers qui étaient à la fois divertissants et spectaculaires. Et en plus de ça, on voyait chaque fois des bonnes adaptations stratégiques de part et d'autre, ce qui fait que bah, dans ce quatrième, je m'attends de nouveau à des belles adaptations stratégiques. Et est-ce que tu t'attends à particulièrement certaines approches pour l'un ou pour l'autre, du coup? Euh, je pense, en tout cas j'espère, parce que le gros problème de Moreno dans le dernier combat, c'est que à 30 secondes de la fin, il commence à mettre de la pression à Figueiredo. Et puis, il n'en profite pas. À un moment, il reste 30 secondes, il recule et il fait genre un petit geste, genre ouais, j'en ai marre de te suivre, tu vois. Et Figueiredo, sur l'action d'après, il envoie trois, quatre grosses frappes qui touchent. Et ça marque vraiment les esprits, alors que le cinquième round était à l'avantage de Figueiredo, mais il y avait moyen de le rattraper. Et là, ça a complètement annihilé son dernier round. Donc, je pense que Moreno, il doit réaliser juste sur cette action que c'est important que il doit mettre la pression. Parce qu'encore une fois, on est sur une question de distance. Au premier combat, ils ont tous les deux eu pas mal de succès au boxing range. Et si tu veux l'imposer alors que les deux souhaitent bah, plutôt s'exprimer au kicking range, bah, c'est celui qui met la pression qui aura le plus de contrôle sur la distance. Parce que lui pourra avancer, sortir, alors que l'autre, bah, il y a la cage derrière lui. Il peut faire que avancer, circuler ou rester sur place. Donc je pense que ça, c'est un point à prendre de part et d'autre. C'est celui qui a le centre de la cage et qui en plus arrive à mettre la pression. Il aura un léger avantage stratégique. Et est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, a un peu pris le dessus, debout en tout cas, là sur sur ce que tu as vu, ou non, ils sont capables de se répondre l'un l'autre selon les adaptations qu'ils font à chaque fois? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont capables de répondre l'un et l'autre parce que tu as eu tellement de changements dans les trois combats où tu en as un Ouais, qui de prend changement l'ascendant dynamique. Ouais. et puis ça change sur une fraction de seconde. Je pense que Moreno, techniquement, est un peu plus propre et du coup, il gagne un tout petit peu plus d'échanges. Mais l'intensité avec laquelle Figueiredo va gagner ses échanges à lui, ça marque davantage les esprits. Et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo pour le scoring. C'est voilà, le volume peut très vite se faire rattraper par l'intensité. Donc Moreno, dans un sens, soit il doit décider de submerger et faire une différence en termes de volume qui soit irrattrapable par de l'intensité, soit il doit décider de mettre un tout petit peu plus d'intensité dans certaines de ses frappes pour un peu plus marquer les esprits quand il gagne un échange. Du côté de Figueiredo, moi j'ai noté que justement, être moins intense dans chacune de ses frappes, parce que c'est un truc qui le fatigue, clairement. Et comment expliquer ça? Quand tu as quelqu'un qui a une puissance naturelle et qui n'a pas besoin de surengager pour mettre des KO, c'est dans son intérêt de ne pas surengager parce que quand il le fait, il laisse des ouvertures à son adversaire. Et clairement, Moreno a pu bien en profiter sur les deux premiers combats. Donc ici, j'aurais tendance à dire, voilà, Figueiredo dans le premier combat, et Moreno aussi d'ailleurs, ils ont tous les deux exploité leur jab de manière exceptionnelle. Et les jabs de Figueiredo dans le premier combat, mais c'était une tuerie. Ouais, ça faisait Ça tellement sortait, mal.
ça sortait comme des directs. Donc, j'aimerais le voir plus utiliser de la simplicité dans certaines frappes, notamment exploiter ce jab. Quand il passe en gaucher, exploiter ce middle qu'il a très bien fait dans le premier combat. Mettre un peu plus de pression. Dans le deuxième et troisième round de leur premier combat, quand il arrive à casser cette distance, être à distance vraiment très courte de crochet, il travaillait super bien sur corps-tête. Il envoyait 2 frappes au corps, puis une frappe à la tête, et ça fonctionnait très bien. Je pense que dans le premier combat, j'ai noté ouais, voilà, 34 frappes au corps. C'est pas, on voit pas ça dans tous les fights. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose que lui devra faire. Là où il s'est lui-même le mieux exprimé, c'est quand il arrive à rentrer dans le boxing range, mais pas de manière éphémère. C'est pas rentrer-sortir, c'est quand il arrive vraiment à mettre une pression de sorte à ce qu'on s'y retrouve et que là, il échange. Et évidemment, quand il échange, il est aussi rapide que Brandon Moreno. C'est bizarre à dire. Et il touche plus fort. Donc, quand tu fais un échange, si tu touches autant et plus fort, ou même plus et plus fort que ton adversaire, tu gagnes largement l'échange. Donc, c'est là-dessus qu'il doit capitaliser. All right. Bon, bah ça, c'est fait. On reverra pour les pronos à la fin. Mhm. Et le main event, maintenant, c'est pas forcément un main event qu'on attendait. Ah, oh, J'avais pas dit pour Moreno, pardon, en termes de excuse-moi. game plan. Juste, je vais aller très très vite. Donc en termes de game plan pour Moreno, continue à capitaliser sur les low kicks quand on est à distance de kick, forcément. Frustré, Figueiredo. On voit que c'est un sanguin. Beaucoup de feintes. Faire Figueiredo frapper dans le vent parce que il envoie peu, mais quand il envoie, ça touche généralement. S'il arrive à diminuer son taux de réussite, je pense qu'il va le frustrer, il va le forcer à surengager et ça va lui ouvrir beaucoup beaucoup de portes. Euh, Quand Figueiredo rentre et que Moreno rentre en même temps, il a eu beaucoup de succès avec ça. Et si ça rentre trop, chaque fois que Moreno a eu un body lock, il y a eu un takedown qui a suivi. Et donc, je pense qu'il doit évidemment travailler là-dessus, c'est chercher le body lock et lui aussi mettre la pression, être un peu patient et utiliser un peu plus de front pour la distance. Et d'ailleurs, son combat contre Kai Kara France montre qu'il est capable de le faire. Donc voilà, dans le premier combat, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'utiliser ses kicks. Plus on avance dans le temps, plus on voit Moreno qui est efficace avec ses kicks. C'est grâce à ça qu'il finalise son dernier combat. Donc, il doit les exploiter dans ce combat-ci avec plus de volume. All right. Est-ce Voilà, qu'on là est, j'ai fini. on est good? Ok. Là c'est bon. Eh ben, du coup, on passe sur le main event, sur Glover Teixeira contre Jamal Hill. Glover Teixeira, on commence à le connaître par cœur tellement on l'a vu et ça fait 10 ans qu'il est dans le game. Donc on sait que c'est une grosse anglaise, on sait que il peut et donc il a des takedowns et quand il est au sol, grosse pression. Son jeu est simple, on sait ce qu'il apporte, mais pour le stopper, c'est encore autre chose. Mhm. Il sort d'un combat monstrueux contre Jiri Prochaska, absolument terrifiant. Et là, bah, du coup, il revient contre un gars qui, c'est la première fois pour lui qu'il a une opportunité au titre, Jamal Hill. Un gars vraiment dangereux, qui sait faire mal, qu'on n'attendait pas forcément avec un title shot aussi vite. Et certains, dont nous, sont en mode, est-ce que c'est vraiment mérité pour un title shot? Pas nécessairement. En tout cas, c'est l'affiche qu'on a. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ce combat et est-ce que on peut commencer d'abord par faire peut-être un petit résumé du coup de Jamal Hill, de Glover si tu veux rapidement, mais comme je crois que les gens commencent à le connaître, et de Jamal Hill. Ouais, Glover, déjà tu l'as très très bien décrit. Je pense qu'on l'avait décrit à plusieurs reprises. Ah mais non, le podcast n'est pas sorti parce que le combat contre Ankalaev Oh a été annulé. Mais c'est purée, vrai oui que c'est là, vrai. on avait fait une longue analyse sur lui. Mais bon, voilà, pour résumer, effectivement, très bonne anglaise, un jeu simple mais efficace, que ce soit debout, en lutte ou au sol. Il met la pression debout. Une fois que c'est au sol, il met une énorme pression. Euh, il sait passer une garde, il sait avancer de position, il sait garder un bon contrôle, il a un grand endpoint vicieux, il a de très très bonnes soumissions, particulièrement les soumissions à pression, les étranglements, les arm triangles et tout ce qui s'ensuit. Et la résilience, c'est quelqu'un, il se fait un peu comme Charles Oliveira, hein, il se fait sonner dans quasi tous les combats, mais on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'il se réveille et qu'il devient le plus dangereux. Donc jusqu'à présent, il a été capable de rebondir là-dessus, mais avec l'âge, c'est peut-être aussi ça qui peut poser problème, qu'à un moment, ta durabilité, ta résilience, elle s'en va et un coup te met complètement out. En tout cas, c'est pas encore arrivé. Et du côté de Jamal Hill, effectivement, il était supposé combattre contre Anthony Smith. Je crois, ouais, c'est On ça. l'a Ouais. retiré de ce combat pour le mettre dans le title shot et Anthony Smith maintenant s'entraîne avec lui. Et d'ailleurs, comme tu disais, on le voyait pas proche du title shot parce que je pense sincèrement que même avec une victoire contre Anthony Smith,
ça te positionne pas encore comme le prochain prétendant, même s'il est sur une belle série de victoires, incluant pas mal de finishes. Voilà, quand tu as Anne Kalaev, quand tu as Jan Blachowicz, quand tu as Glover Teixeira, quand tu as Jiri devant toi, bah, il faut en battre un avant d'obtenir le title shot. Maintenant, la réalité fait que la situation l'a amené au title shot. Et c'est un énorme step-up pour lui. Maintenant, on en a vu des gros step-up qui ont réussi. Encore l'année passée avec Islam Makhachev, qui n'avait pas du tout Ouais. affronté quelqu'un du calibre de Charles Oliveira et qui lui a complètement roulé dessus. Ici, ce sera une opposition de style. Jamal Hill, c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi. C'est un combattant cérébral. C'est quelqu'un qui, évidemment, favorise largement le pied-point. Et en pied-point, il a une stratégie, enfin, il a une approche genre, je veux toucher sans me faire toucher. C'est pas spécialement en contreur, c'est quelqu'un qui a besoin d'engager. Il n'est pas dans des combats à super haut volume, mais pas non plus à super bas volume. Mais c'est quelqu'un voilà, qui va favoriser de bons déplacements, qui va trouver son angle, sa distance, parce qu'il est très long, qui a de la dynamite dans les points, même si ça ne se voit pas spécialement. Il a une précision et une force qui te permettent d'éteindre n'importe qui, je pense. Et donc, c'est quelqu'un qui va arriver avec une notion plus calculée, plus mesurée, qui va éviter de rentrer dans un combat chaotique avec Glover Teixeira, qui va essayer de le garder très loin de lui avec ses kicks et avec son anglaise, et qui va devoir éviter d'aller au sol. Donc, d'un côté, je vois ça plutôt comme une opposition de style. Glover Teixeira, il est très complet, mais là où il est le plus dominant, c'est clairement au sol. Jamal Hill, on connaît pas très bien son sol. Il s'est fait soumettre par Paul Craig. Paul Craig. Est-ce que c'est une soumission finalement ou un TKO? Enfin, peu importe. Il lui a pété le bras en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est considéré comme un TKO, je pense, mais c'est une soumission. Euh, mais on n'a pas trop d'indications. Voilà, contre Thiago Santos, c'est pas un très gros grappleur. Enfin, pas un très gros lutteur, pardon. C'est un bon grappleur, Thiago Santos. On a vu des belles choses. On a vu des choses où on pourrait tilter en se disant, si c'est Glover à la place de Santos, là, c'est fini. Ouais. Euh, donc voilà, et pour moi, l'inconnu dans ce combat, c'est vraiment est-ce que Glover va continuer à être résilient parce que son dernier combat contre Jiri, il était résilient, mais c'est le genre de combat qui te laisse des dégâts derrière. Ça remonte déjà il y a un petit temps. Bah, forcément, tu avances en âge. Donc la grosse inconnue, c'est là, c'est est-ce que Glover va être capable de continuer à encaisser autant de dégâts et rester performant dans un combat? Si oui, bah, ça risque d'être une longue soirée pour Jamal Hill parce que Glover, même s'il est plus lent que lui, il a cette pression, il a cette capacité de rentrer dans les jambes et de finaliser ses amenés au sol. Et une fois que c'est au sol, il a un très très bon contrôle. Et du peu qu'on a vu de Jamal Hill, j'ai pas l'impression qu'il a la technique défensive de Jiri Prochaska au sol. Ouais, Et ouais, et puis peut-être pas la même créativité, la c'est même ça. manière, pas forcément orthodoxe de défendre, mais efficace, qui fait Ouais. que Jiri, c'est une anguille. C'est vrai que on l'a vraiment pas beaucoup vu au sol, hein, effectivement, Jamal Non, Hill. vraiment pas. Après, c'est un indicateur comme quoi Ouais, allez, la distance qu'il impose fait que peu de gens shootent des takedowns sur lui. Et quand ils le font, ben, il les voit venir et il arrive à bien les défendre. Et c'est clair que non seulement il a l'air d'être assez difficile à amener au sol, et quand tu l'amènes au sol, il a l'air d'être assez compliqué à maintenir au sol. Mais ici, on parle de Glover. Glover, il est capable d'amener quiconque au sol mhm, dans cette division. Et il est capable de maintenir quiconque au sol dans cette division. Je n'ai pas pour souvenir d'avoir eu un combat de Glover où il a réussi zéro amené au sol ouais. et sur les amenés, quand il les réussit, je l'ai rarement vu incapable de maintenir le gars au sol et même d'être, et j'irai plus loin, d'être dangereux. C'est un finisher aussi. Donc, ouais, c'est un chouette combat parce que on s'y attendait pas. Les deux sont capables de gagner. D'ailleurs, il est donné favori. Il est favori? Il est favori. Il est favori. Ça en dit long. Wow. Ah ouais, Ça en dit long sur le pourquoi du combat. ouais, Donc il y a vraiment pas mal d'inconnus. Voilà, c'est marrant parce que de mon avis, Glover a plus de chemin vers la victoire. Je peux le voir gagner debout. Ce serait une surprise, mais il en est capable. Il sait mettre ouais, quelqu'un à KO. Et je peux évidemment le voir soumettre Hill ou bien le finaliser par TKO. Hill, bah, tu ne le vois pas gagner au sol. non. Tu le vois gagner que debout. Parce Donc que le fait qu'il soit favori, on pouvait dire Prochaska non plus, mais c'est pas, ouais, disons que c'est pas la même chose. Prochaska, il est ouais, tellement euh,
créatif et imprévisible c'est clair qu'on l'aurait pas vu venir, mais c'est pas absolument déconnant. Ouais. C'est possible, hein, il y a un monde dans lequel il peut sonner salement Glover et le mettre et le soumettre aussi, mais c'est quand même, ça paraît extrêmement probable quand même. C'est clair, c'est clair. Et donc voilà, le fait qu'il soit favori, ça veut dire que ceux qui ont défini les codes de Paris perçoit il comme un monstre du striking parce que ça veut dire qu'ils voient que selon eux, le combat va soit rester debout et être complètement à l'avantage de Hill, soit il va être capable de survivre au sol et de chaque fois profiter des occasions debout. C'est ce que les codes de Paris indiquent et je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais les oddsmakers aujourd'hui, ils sont quand même très très forts, donc on doit un peu suivre cette narration. Ouais, et puis c'est vrai qu'on l'a peut-être pas cité, mais la raison pour laquelle c'est vrai que ceux qui font les cotes sont aussi optimistes pour Jamal Hill, c'est que bah, c'est vrai que ses 3 derniers combats, c'est 3 KO, dont 2 au premier round. Et son dernier combat en date, qui était en plus la performance de la soirée, un combat de la soirée contre Thiago Santos, bah, il l'a terminé au 4e round. Donc ça veut Mhm. dire qu'en plus, c'est sur 25 minutes. Et sur les 25 minutes, Jamal Hill peut mettre KO Glover Teixeira, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et ces 5 derniers combats sont terminés par KO ou TKO. Donc, à part celui contre Craig qu'il a perdu, mais c'est un KO TKO. Mais si je me souviens bien, en fait, alors, je crois qu'il a été pris dans un triangle, le Mhm. bras à moitié pété. Et en gros, c'est vrai que c'est les coudes que mettait Paul Craig qui ont fait que ça s'est arrêté. Mais de toute façon, voilà, il était mal en point. Mais sinon, c'est vrai que quand il est debout, c'est vraiment stylé à regarder Jamal Hill parce que tu te Ouais, demandes toujours comment il va réussir à salement mettre KO le mec en face, mais tu te dis il a toujours un moyen. C'est vraiment ouais, intéressant ce genre de combattant où tu te dis il observe et à un moment c'est ça. donné il va frapper d'une manière qu'il aura vraiment réfléchi en amont, mais pour ne laisser quasiment aucune chance. Et ça c'est vraiment stylé. Ouais, ouais, non, clairement, il analyse, hein. Donc, il va envoyer quelques feintes, il va jouer avec la distance, il va jouer avec les déplacements, il va voir comment son adversaire réagit. Il va envoyer des frappes sans prendre de risque. Tu vois, de temps en temps, il envoie des jabs un peu paresseux, mais qui vont toucher la garde. Et si l'adversaire réagit, ben, il met tellement tellement peu son poids dedans qu'il serait capable de réagir défensivement. Et ça lui donne des indicateurs qu'il arrive à très très bien lire. Pareil, au final, je disais qu'il engage beaucoup, mais au final, son KO contre Johnny Walker, ça reste considéré comme un contre. Donc, il reste présent aussi dans les situations où son adversaire engage. Et là, il va devoir l'être parce que je pense que Glover, il va venir pour avancer, avancer, Ouais. avancer, mettre la pression, le mettre sur son pied arrière et ben, il va devoir contrer. C'est clair et net. Donc, on va avoir une nouvelle facette, une facette de son jeu dans laquelle on le perçoit comme étant moins confortable. Mais encore une fois, bah, c'est pas parce qu'il essaye de toujours engager qu'il est moins confortable en contre, c'est peut-être qu'il veut garder la surprise pour quand il a un title shot, ce qui est Ah, maintenant. en vrai, ce serait fort, hein. En mode Ah ouais, type Miocic Verdum, tu sais, le truc en ouais. reculant, poum, un petit truc cacahuète terminé. Non, ce serait donc voilà, ça va être effectivement un combat intéressant, même si c'est vrai qu'on est tous les deux d'accord et vous nous direz, mais que c'est pas forcément ce qu'on attendait pour un combat pour le titre en light heavyweight. Mais en tant que combat, enfin vraiment, en plus en tant que main event de pay-per-view, c'est quand même un peu faible. Mais en tant que combat en lui-même, stylistiquement, ça va être sympa. Donc, enfin, de toute façon, de manière générale, la carte en elle-même est quand même très faible. Ouais. Enfin, c'est pour les connaisseurs, mais c'est quand même très faible en matière de pay-per-view Oui, oui, pour t'as avoir un pas de name succès. value, t'as pas de Voilà. name value dessus, mais ces deux derniers combats sont absolument extraordinaires. Ah bah c'est somptueux, hein. Et alors attends, et les autres d'ailleurs, hop, qu'on aille y faire un tour. UFC 283. Ah ouais, voilà, bon bah il y a quand même des combats sympas aussi. Donc Glover Lawrence Teixeira, Jamal Magny, hein. Hill. Voilà, il y a Gilbert Burns contre Neil Magny. Andrade contre Lauren Murphy. All Ouais, right, ça, on s'en fout. on s'en fout. Paul Craig contre Johnny Walker. Intéressant. Fun, fun. Mauricio, oh la vache, Mauricio Chunrua, normalement ça devrait être son dernier combat, enfin on espère. Ouais. Et puis il y a aussi le retour de Shamil Abdouragimov contre Jelton Almeida. Alright. Ouais. Et puis Warley Alves, Nicolas Dalby, ça va être sympa. Il y a Zara Fernando Santos, Cocorico, et Terence McKinney, donc a.k.a. Monsieur Premier Round, qui revient aussi. Voilà. Non, En la fait, carte est bien. ouais, pour ceux qui C'est pas s'y une connaissent, pépite de nom, mais ça va c'est être ça. chouette. C'est ça. Ça va être C'est du pour fun. ceux qui s'y connaissent, ça va être grave cool. On est à moins d'une minute. Mais bah en tout cas, voilà. Voilà les pronostics très rapidement. Tu mets qui? Égalité sur Moreno contre Figueiredo. Ok, Je te ouais, jure, je parfait. pronostique ça. C'est officiel mon pronostic. Et je vais mettre Glover par soumission au deuxième. Ok, et ben moi je mets Figueiredo par décision et je mets Jamal Hill par KO au
deuxième. Chris, merci beaucoup encore une fois. Je sais pas combien de secondes il reste, ça se trouve on va se faire couper. Merci My sweet pea. 38%. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Salut Chris. You're the best. Ciao, ciao. I'm fucking coming for you!